Ben, c'est l'endroit exact où, il y a 35 ans, on voyait encore les cigognes venir s'installer juste sur cette tour de Mevlevihane, n'est-ce pas, le temple de Mevlevi, des derviches tourneurs. Et j'avais à peu près 20 ans. Et c'était une découverte fantastique pour moi. On venait d'installer dans le quartier. Et c'était un enchantement de voir encore il y a des cigognes qui viennent régulièrement, mais l'état des lieux était beaucoup plus délabré. C'était en ruine quand même, Mevlevihane, comme beaucoup de temples des soufis. Après la République, il était déserté, ce temple-là. C'est quelque chose de trop visible pour qu'on fasse des cérémonies occultes. Non, c'était simplement délaissé. C'était vraiment une ruine. Mais la tour existait. Et maintenant, on a refait depuis 7 ans, je crois. Il y a beaucoup de travaux qui continuent. Et il y a 5-6 ans, dans le jardin de ce lieu de culte, j'ai écrit mes poèmes intitulés tout simplement « Poèmes à cigogne ». Ce sont une série de poèmes qui écrit dans la moitié de la journée et effectivement qui concluait une grande œuvre de moi, disons, qui s'appelle Heft Punch. Une œuvre inspirée de l'Orient, mais ça a l'air d'être un divan Orient-Occident, comme un peu inspiré de Goethe. Voilà. C'était l'endroit exact où je traversais, donc le chemin, les cimetières, Mardevankeuil, quartier. Bon, on va continuer notre visite. Donc, c'était là justement, j'ai découvert d'abord la tour de ce lieu de culte Mevlevi, il y a 35 ans, et c'était dans un état délabré, et c'était pas comme ça. Après la République, tous les lieux de culte, effectivement, des soufis, étaient tout simplement délaissés, et c'est un bâtiment si historique comme celui-ci ne peut pas avoir des cérémonies de derviches tourneurs considérées culte occulte, pourtant rien à voir. Maintenant c'est transformé, c'est pas Mevlevi, c'est Şahkulu dergahı. Donc ce sont des Alevis d'Anatolie, des vrais Bektaşi je suppose, des personnages quasi mythologiques, Şahkulu, effectivement. Et il y a quelques personnages que je connais dans les montagnes de Toros, près d'Antalya. Là, il y a des festivités, des cérémonies religieuses. Une fois, j'ai assisté Okçu Musa şenlikleri, les festivités de Moïse, le tireur d'arc, par exemple. Okçu Musa, c'est un peu une répétition d'une histoire comme quoi un jeune noble, insouciant, c'est l'histoire de Saint-Georges, je suppose, très connu chez les orthodoxes. Donc, Okçu Musa, c'était quelqu'un d'un gaillard de bon sang et
il est insoucieux, jeune, fort. Il faisait des chasses toutes les journées. Une fois, il est parti encore à chasser et il a trouvé une cerf, il l'a chassé. Mais dès qu'il était devant sa proie avait changé de chemise, entre guillemets. Donc, il était devenu quelqu'un d'autre, un peu une sorte de réincarnation. Et c'était un jeune garçon qui est en train de mourir à cause de sa flèche. Effectivement, c'était une scène d'initiation, cette blessure sacrée faite à son semblable et qui se traumatise. Alors qu'il était insouciant et tout, il devient quelqu'un initié à travers cette métamorphosis d'un cerf à un jeune garçon. C'est un peu Apollo et Daphné, on trouve chez les chamans d'Asie centrale cette transformation, passage d'un état à un autre état, devenir animal ou redevenir homme, une sorte d'aliénation et désaliénation, ça se trouve très souvent, et on appelle ça changer de chemise. Chemise gömlek don değiştirmek aussi, c'est pas seulement chemise, mais carrément aujourd'hui on utilise pour dire caleçon, mais don ça devrait avoir un sens plus général d'habit, identité même, une togue. Ou bien, ce qui fait l'honneur de l'homme, sûrement, c'est son pantalon, probablement, je ne sais pas. Le don signifie à la fois un habit, mais c'est pas le mot français de don, donation. Vocation, mais ça ressemble beaucoup. Changer de vocation en changeant ses habits. C'est plausible comme explication, mais pas tout à fait ça. Ce qui est important, c'est un truc, une tierce, une chose comme habit, soit métaphore de ce changement. Quelque chose qu'on peut s'en séparer, donc de l'autre objet partiel qui fait l'identité entière, mais on peut le changer si on va jusqu'au bout dans l'initiation. Okçumuza, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Dans les Bektaşi menakıb-nameleri, dans la hagiographie de Bektaşi, effectivement, j'avais lu Ahmet Yaşar Hoca, grand savant, dans ses croyances religieuses pré-islamiques chez les Turcs qui ont persisté en Anatolie, donc bien après qu'ils ont devenu musulmans, ils ont gardé, même aujourd'hui, d'ailleurs, les Alévites, c'est-à-dire une version anatolienne de Shia, persan, qui reste fidèle à peu près tous les hagiographies et les mythologies des Shia, persans, mais qui rentrent beaucoup plus Asie centrale, c'est-à-dire chamaniste. Voilà, qui tourne autour de personnages mythiques d'Ali, etc. Bon, je voulais juste simplement évoquer un souvenir d'enfance encore, et je suis très heureux de voir l'endroit est restauré, bien que changé de mission, mais qui reste fidèle finalement. Parce que pour comparer les Mevlevi, Soufis Mevlevi et les Alevis populaires et anatoliens, c'est Tarika secte Mevlevi, c'était quelque chose de très urbain et sollicité, soutenu par l'empereur ottoman. Donc c'était quelque chose de bien accepté par le palais. Et c'était une sorte d'élitisme qui avait perdu toutes ces colorations de mythes d'Asie centrale
donc turcité. Donc quelque chose est devenu une initiation, une philosophie sous l'influence sûrement de Ibn Arabi. Muhyiddin al-Arabi est figure centrale de Jalaluddin Rumi, bien sûr. Voilà. Donc, c'est peut-être mieux qu'ils prennent leurs racines comme ça, au-delà d'une simple interprétation scientifique d'abord, bien sûr, autrement, de grands mouvements initiatiques et qui redevient anatolien. Parce que j'ai plusieurs fois visité, ils ne sont pas du tout Mevlevi, mais ils sont avec leur dédé, avec leur organisation, vraiment exactement la même chose que ce qui se passe en Anatolie. Ça existait peut-être, mais ça n'existait pas du tout de cette manière si centrée au milieu de la ville. Et donc, c'est du renouveau en ce qui concerne émancipation alévite. Ça d'ailleurs, c'est commencé la restauration qui dure une douzaine d'années, qui a commencé juste avec cette, entre guillemets, ouverture alévite de ce pouvoir qui se côtoie avec tous les sectes religieux qui étaient inhibés, voire tout simplement interdits. Mais ils n'ont jamais disparu, ils sont passés dans des autres circuits souterrains. Voilà. Maintenant, c'est visible public, c'est fantastique. Cahier de doléances. Alors, une nuit passée dans la forêt enchantée, en chantant pour un chantage de progéniture au lendemain matin. Ce n'est ni trop ni peu, un pieux destin pour les uns est un alléchant festin pour les autres. Si on restaurait un mœurs dans les forêts, dans les eaux et dans les cieux, et même dans la profondeur de terre déverse, on serait étonné comme un petit lapin syncopé par la vue de ce gros cahier de doléances où la terre entière vient écrire ou faire transcrire ses condoléances à ses lointains progénitures. Alors, à chacun et à quiconque un alikite qui montrerait un signe de vie, d'abord insipide, ensuite prononcé, à qui on ordonne géographiquement investi une pensée qui ne manque de jamais en cristalline, d'intuitivité, qui soit invité ou non, comme au sauvage gardien, ou la provise en captivité, en signe agonisant, évanouissant, délaissé en brisure d'une branche, d'une odeur fade, un squelette indifférent, une chair dérobée au regard, présupposant mille semblables, rare occasion et une occurrence capable de se faire yeux, encore rare, un bébé animal quasi domestique qui se fait dévorer aussitôt et qui a pris la liberté de tracer un horizon là où il n'y a que d'abîme pour limite, à se faire l'air
le vent, l'en-bas, le contre-rocher et la belle emplumée parente et ses 1000 jointes en privé. Quelle hâtif et rassurante libre chute que notre félin observe en patience de tristesse d'une arrière-pensée que le festin du jour est même une belle confiture pour ces jours imprécis, à la longueur desquels quel hâtif exquise qui, mise de mise en mise, ses propres espoirs incertains de vie. Oh, quelle longévité d'une belle soirée où chante et danse les scorpions avec les sages chouettes à peine visibles d'œil. Oh, seule doublure qu'un monde qui fait que le monde soit redoublé en relief pour se servir d'horizon d'attente d'un rare move aussitôt enfermé sous soi et sorti de sa coquille, et d'écorce à vif écorché à moitié pendu dans la gueule si philanthropique de son propre espèce à ses menus tailles toujours affamées, et qui se sont présentés de leurs coquilles respectives ou une invective injonction d'éliminer en justice ses semblables en multitude, se nomme la guerre juste, sous les égides des Nations Unies, où l'hécatombe pluie en générosité et en abondance d'en bas des félins, se festine à menu prix, et la nature, en globalité invisible et non existante, se tait, car il ne s'agissait pour elle d'un mère insensé qu'un cahier de condoléances indolore pour enregistrer ce qui entre et sort de la vie, ou la porte dans l'enceinte sacrée de cette ville n'était que la gorge et l'anus. Parfois, les deux faisant un cycle au bout duquel le voyage se termine en vermine de terre et de termites. Au choix, messieurs, dames, hélas. C'est l'endroit exact où, il y a 35 ans, on voyait encore les cigognes venir s'installer juste sur cette tour de Mevlevikhane, n'est-ce pas, le temple de Mevlevi, de Dervish Turner. Et j'avais à peu près 20 ans et c'était une découverte fantastique pour moi. On venait d'installer dans le quartier et c'était un enchantement que de voir encore il y a des cigognes qui viennent régulièrement, mais l'état des lieux était beaucoup plus délabré, c'était en ruine quand même, Mevlevikhane, comme beaucoup de temples des soufis. Après la République, il était déserté, ce temple-là. C'est quelque chose de trop visible pour qu'on fasse des cérémonies occultes. Non, c'était simplement délaissé. C'était vraiment une ruine. Mais la tour existait. Et maintenant, on a refait depuis 7 ans, je crois. Il y a beaucoup de travaux qui continuent. Et
il y a 5-6 ans, dans le jardin de ce lieu de culte, j'ai écrit mes poèmes intitulés tout simplement Poèmes à cigogne. Ce sont une série de poèmes qui est écrit dans la moitié de la journée et effectivement qui concluait une grande œuvre de moi, disons, qui s'appelle Heft Punch. Une œuvre inspirée de l'Orient, mais ça a l'air d'être un divan Orient-Occident, comme un peu inspiré de Goethe. Voilà. C'était l'endroit exact où je traversais, donc le chemin, les cimetières, Madrinqueuil, quartier. Bon, on va continuer notre visite. Et on va voir si ça servait à quelque chose. On aimerait que l'histoire de Moïse, tireur d'arc, soit véritablement, authentiquement un mythe, mais c'est une récurrence d'une mythe très ancien, donc je dirais tardif. Mais les autres aussi c'est tardif. Venir dans ses origines, c'est côtoyer l'ineffable, parce que c'est une histoire qui raconte un mal fait, irrésistiblement ou irréversiblement fait, et on trouve une explication, rationalisation mythique. C'est la ratio mythique qui dit que il était tout simplement, voilà, tout est venu avec ces mots que j'ai utilisés, bon sang. C'est-à-dire, il était un jeune, il était innocent, Moïse, tireur de l'arc, il était noble, au lieu de dire noble d'une famille de rang supérieur, j'ai dit bon sang. C'est-à-dire, je l'ai décrit comme une nature telle qu'il est, une jeunesse qui pardonne tout, mais une histoire de mal dont le personnage principal, deux personnages principaux, un homme et un animal qui devient encore un jeune garçon. Donc, l'histoire du mal est très bien racontée, mais pour nous, effectivement, on n'a que applaudir la force, non pas littéraire, mais la force de amalgame et de anagramme. Tout à fait convenablement dit, et rentre dans les structures de mythe, mais une histoire tardive. C'est-à-dire que, comme vous voyez à l'extérieur derrière moi, derrière la scène, horizon phénoménologique qui rend possible cette histoire, mal est déjà fait. C'est-à-dire on n'est pas dans l'état de nature, on n'est pas dans l'époque de chasse. Et les proies, ça peut être notre prochain, parce que nous sortons d'un habitat noble, n'est-ce pas, Moïse, comme Bouddha, et il devrait penser, malgré sa jeunesse, qu'il y aurait des semblables qui vont aller à chasser eux, ils peuvent devenir proie de l'un à l'autre. Ça, il fallait penser par une structure d'imagination qui rend possible substituabilité de chasseur-chassé. C'est la règle du jeu. Parce que
si tu es chasseur, tu devrais comprendre l'état d'esprit d'une proie, comment il va se comporter, comment il va se protéger. Donc, première règle de chasse, en tant que chasse, c'est connaître et devenir presque sa proie. Si on ne devient pas d'abord proie, ou bien si on a évité d'être proie, on ne peut jamais devenir un chasseur. Histoire bien faite et mal faite à la fois, qui cache l'horizon, arrière l'horizon, qui montre bien que le mal est déjà fait, civilisation a commencé, mal a commencé, chasse n'est plus pour manger, mais pour le plaisir, pour le désir. Mais pour le désir n'est pas solipsiste, qui devrait rendre compte, comme dans une chasse noble, justement, la possibilité de devenir proie. Chacun de nous, nous pouvons avoir la vocation de chasse, mais nous sommes d'abord chassés et enchassés dans nos limites. Vous voyez, le quartier limité par une enceinte sacrée des murs de la ville, comme disait Heidegger, qui aime bien gréciser toute situation. Voilà, tout est encerclé. Nous sommes encerclés. Nous sommes dans un bien domaine d'éclaircissement et de clairière, dans la forêt qui n'existe plus. Alors le jeu de chasse et le blessé blossom, blossom, blessé, blessé. Ce mot en français et en anglais, ça joue énormément de sens et de déplacement. Blossom, bloomen, la rose, même l'histoire de Notre-Dame de Fleurs qui entre dans le jeu, avec tous ces petits conflits qu'on tolère, mortalité, criminalité qui n'existe pas dans la nature, mais la nature mère existe, c'est la mère dolorosa. C'est pour ça que j'ai eu ce matin très tôt un cahier de doléances qui n'est que la nature, et pour qui s'intéresse doit écrire ses condoléances, c'est-à-dire ses témoignages. C'est ça la règle du jeu. C'est pour ça que ce que j'ai écrit ce matin est inauguré une page littéraire qui va, j'espère, succéder, qui aura des conséquences et de succession. Et chacun des témoignages va participer à ce jeu. Finalement, c'est un jeu littéraire qui est à la fois succession de mes petites moralia qui a duré depuis des mois. Et j'ai appris le français, tout le français du 7e siècle, etc., Gargantua, Rabelais. Et bien maintenant, c'est la nature, à la manière, je ne sais pas, de Francis Ponge ou Raymond Queneau, que j'ai adoré quand même, son petit manuel de cosmologie à porter dans la poche de chacun. Oui, c'est une cosmologie. Cosmogonie plutôt. Comment? Biogonie. Voilà. J'ai trouvé le mot. Biogonie, ça va bien pour montrer polemos qui existe déjà dans la nature, dans la stade de chasse. Voilà, stade de chasse. C'est une stade déjà civilisée. Le mâle entre dans le jeu, et même dans mon petite famille d'arachnés, n'est-ce pas, dans mes petites pois, il y avait un commencement de mâle, et mon petit pois avec 2 mains, et il avait accaparé d'une épée et d'une autre épée, il était prêt à se débattre, à se battre. Voilà la conclusion
de notre petite moralia encore. Donc c'est une succession de mes petites moralia. Maintenant, c'est dans la sphère de biogonie. Donc j'ai trouvé une sorte... oui, c'est une plante, mais voilà, parasiteuse, très jolie, juste pour le printemps, je suppose sa vie. Et elle a déjà fleuri, mais elle a, si on peut dire, des mains et des pieds qui s'attrapent les plantes, surtout les gazons, les pailles, en proximité. Elle aime bien se sentir en sécurité. Elle le tient tout simplement, elle ne l'étrangle pas. En tout cas, dans cette saison-là, mais on n'a jamais vu une paille étranglée par une arachène. Je l'ai surnommée de la famille arachène parce qu'elle ressemble beaucoup au pois chiche. Petit pois, pardon, je corrige. Petit pois aussi, quand j'étais enfant, j'élevais dans une pote de terre de petits pois. Il faut être très tôt, en mars, en avril, ils sont déjà très fleurissantes. Et elle avait le petit pois avec cette tendance de se tenir avec ses prolongements. Elle attrapait tout ce qu'il trouve et même c'est semblable. Donc elle ne fait pas la distinction. Elle veut une assurance, une sécurité à tout prix, au risque d'étrangler ses voisins. Mais si son voisin fait la même chose, qu'est-ce qui va se passer dans une pot-de-fer? Le monde, la nature, oui, c'est une pot-de-fer. On peut observer, expérimenter des nouvelles espèces, améliorer, si vous voulez, une pois chiche en faisant des jeux de croissance entre leur voilà, entre leur taille, couleur. Et oui, c'est Mendeleïev qui l'a fait avec les petites pois. Et nous appelons la nature. Ce matin très tôt, même hier soir très tard, là où je me suis réveillé, j'ai écrit un texte qui peut faire partie de mes petites morales, mais ça peut devenir, vu que j'ai ouvert un cahier vierge, ça peut devenir une série à part. C'est très fort comme idée qui s'appelle cahier de doléances. Cahier de doléances, voilà, c'est le nom que j'ai donné à mon cahier. Un premier texte s'appelle cahier de doléances. J'espère que ça va suivre comme ça parce que c'est une matrice d'écriture très génératrice, à mon avis, parce que insigneusement, j'ai fait une allusion que la nature était un cahier de doléances. J'ai décrivé le petit être dans la nature, sur Terre, même dans les eaux, dans les airs, les oiseaux, et même souterrain vers des terres. C'était un texte complet, hein, une biologie complète. En ce qui concerne biologie, qu'est-ce que j'avais dit de plausible l'autre jour, en ironisant avec quelque chose, j'ai dit que fini taxinomie, fini mathésis,
Fini naissance de clinique. Tout est protocole d'État, protocole de médication pourvu par l'État. L'État social, sanitaire, ministère de Santé, qui rend à la fois, pour rendre possible médication par le médecin et par la médecine, rend impossible tout métier de médecin et comme une science pratique, la médecine. Voilà, c'était ça ma déclaration d'autre jour. C'était par écrit. Eh bien, au lieu de taxinomie, si vous recherchez, si discutez, au lieu de classification des maladies, des symptômes, selon les visibilités, signes visibles, plus ou moins mesurables, rémunérables, collectables, qu'on peut noter, qu'on peut comparer et dont on peut faire des tableaux. C'est ça la naissance de clinique de Michel Foucault. Maintenant, toute cette tâche quotidienne, pratique de médecin et de la science comme médecine, mise en arrêt, mise en parenthèse par l'État qui imite un État copieux qui ne fait que de copy-paste des pays qui ont la prétention d'être excellents dans l'industrie des médicaments, industrie pharmaceutique, alors que ces pays-là, qui sont riches comme les États-Unis, ils essaient de baisser leurs critères de vérifiabilité pour lancer des nouveaux médicaments, donc raccourcir la durée de mettre en marché les nouveaux moyens de traitement. Donc ils font des concessions dans toute cette discussion méticuleuse à l'intérieur de pharmacologie. Et notre petit État copieux, alors c'est un État copieux, comme un repas copieux, qui ne fait que de copy-paste, alors fini, taxinomie, fini, mathématisme au moins dans le classificatoire, recherche de rationalité, et dans la pharmacologie. Alors qu'on sait depuis Platon que tout remède de l'autre face contiennent une poison. Eh oui. Alors, cahier de doléances. Donc, chaque être, chasseur, proie, tireur à l'arc, dont j'ai parlé ce midi, dans les cimetières, en passant entre les murs des cimetières de Moïse le tireur d'arc. Donc, qui sera victime? On ne sait pas quel est le visé. Le visé, c'est une serve, parce que l'animal, par définition, c'est une proie pour petit Moïse, le tireur d'arc, Octumoussa, ou bien Saint-Georges, mais il y aurait des autres sûrement, comme, voilà une petite nouvelle là, nouvelle de Flaubert, peut-être Saint-Antoine, Tentation de Saint-Antoine, et même, voilà le lion de qui? Des grandes pénitences jeteraient dans une caverne devant la porte. Même un lion, l'animal le plus féroce, devient un être félin, tout docile, qui attend et qui représente les passions domptées de notre saint. C'était quoi? C'est Saint-Georges ou
Saint-Antoine, il y a des variations, comme des mythes analysés par Lévi-Strauss, mais personne n'a pas, sauf Italo Calvino, Italo Calvino, personne n'a pas essayé analyse structurelle dans l'envergure de Lévi-Strauss. Justement, dans la hagiographie chrétienne ou catholique, ne serait-ce que latine, hagiographie latine. Eh oui, il y en a qui changent de nationalité, comme Saint-Nicolas. à ma foi, c'est une nègre ou un brin d'Aimeray, dans Taliette, dans notre pays. Et il est devenu soudain un nordique protestant universel. Une image de promoteur, non pas prometteur, mais promoteur. Promotion en vue et pourvu de dépenses enfantines. Oui, l'abus du pouvoir des hagios, disons par les protestants, et bien autrement par les catholiques. Maintenant, on était chez les alévites, des musulmans hétérodoxes, un secte hétérodoxe. C'est plus qu'un secte, c'est une religion presque à part qui réclame de l'islam. C'est plus dangereux peut-être pour l'islam qu'une hétérodoxie qui réclame de l'islam, qui veut le refonder, qui veut l'approprier. Voilà, c'était un grand débat des siècles et des siècles et des siècles depuis que l'islam a eu lieu comme une hétérodoxie à l'intérieur du judaïsme ou comme une hétérodoxie alternative au christianisme. C'est plutôt une version hétérodoxe de, comment elle s'appelle, de Mishnah talmudique. Oui, j'ai lu une fois que ce mouvement christique était interprété par les meilleurs docteurs loi juifs, donc par les meilleurs, par les bienveillants docteurs de loi. Christianisme dans ses débuts est interprété comme une Mishnah éternelle, Mishnah. Depuis toujours, il y aura des Mishnah, c'est-à-dire des anecdotes qu'on va développer en petits récits. On va reprendre, on va travailler à travers une petite histoire morale qu'on a entendu parler ou bien qui s'est réalisée. Par exemple, un mariage, non-mariage, un enfant illégal, un enfant naturel, une femme, une mère célibataire, voilà, une occasion de faire commencer une leçon éthique dans la forme de Mishnah. Le problème, l'islam n'a pas ce genre d'anecdote. Une mère, un enfant, si on cherche la personnalité de Mohammed, effectivement, on va trouver quelqu'un un peu qui a pris l'âge, et vers 40 ans, il a eu cette promesse de prophète, eh bien, selon notre connaissance, en fait, n'ayant qu'une chance de réussir qu'à l'intérieur des limites consacrées à Kaaba, sa famille venant d'une succession de garderies de la maison de Mecque, Kaaba, donc temple principal,
qui est un non-musulman, Sabi. Voilà, il s'est marié, il a eu cette audace et chance de se marier avec une femme mûre et très riche, ayant des caravanes, caravansérails, des moutons et des chameaux. Et c'est ça qui a changé sa statut social, qui lui a permis de côtoyer avec les autres gens, seulement des autres confessions. Forcément, on a raconté des Mishnah juifs, autant que Mishnah, qui ne se dit pas Mishnah, c'est-à-dire des hagiographies chrétiennes, ou bien au-delà de hagiographie, juste l'essence du christianisme, modulé, devenu moral, purement moral, une leçon normale par Paulus. Ça devrait se faire des échos dans toute Méditerranée, même à l'intérieur d'Arabie jusqu'à Golfe, donc océan Indien. Ça. Bonne nouvelle, Evangelos ne peut pas rester silencieuse dans ce temps de détresse et de recherche de salut, là où stoïcisme est trop élite. Voilà, tout est dit du point de vue de la philosophie. Trop élite, donc ça ne marchera pas. Voilà.